Salut les passionnés de F1, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous justement consacré au sport auto. Ça se passe sur la First Team Sport et c'est déjà la deuxième édition des Pistonnés. Welcome, allez-y, rentrez, mettez-vous à l'aise très tranquillement. On est mercredi et comme chaque après-midi, comme chaque week-end de Grand Prix, je vais y arriver, on se retrouve bien évidemment pour analyser, pour débattre et pour commenter aussi également les news qui concernent le sport qui nous régale et nous passionne. N'oubliez pas ici également de vous abonner sur nos comptes réseaux sociaux. On a pas mal démarré avec le Twitter, on va mettre en place un petit peu pour le compte Instagram. Et si on évoque les réseaux sociaux les amis, c'est parce que vous avez été nombreux lors de la première, 57 000 clics au moment où on enregistre cette émission. Merci beaucoup et si ça vous a plu, peut-être que vous êtes des nôtres aujourd'hui et j'espère que vous allez autant vous régaler en tout cas. On passe pour faire un petit tour du plateau, représenter un petit peu nos pistonnés. Quand mon premier d'ailleurs parle, c'est jamais pour ne rien dire. Hamza Rahmani est avec nous. Salut Hamza. Bonjour à tous, comment ça va? Super, impeccable. La semaine a été Ouais, Est-ce que ta vie a changé avec ces 57 000 vues? Je pense qu'on s'est surtout régalé avec le Grand Prix. Ouais, est-ce que ta vie a changé avec Barcelone? 157 carrément, 000, on y va. On espère, on touche du bois en tout cas. Vous connaissez de mon second son nom de scène et la première de cette émission vous a fait connaître sa réalité. Ça n'a pas manqué de vous faire sourire. Pierre-Olivier Valette alias Despiello est avec nous. Salut Pierrot, comment faut t'appeler en fait dans cette émission? Pierrot, ça suffit largement. Ouais, c'est comme ça qu'on m'a surnommé depuis que j'étais tout jeune. Mes parents voulaient m'appeler Pierre et finalement ils m'ont appelé Pierre-Olivier, donc je sais pas pourquoi, mais voilà. Vous en savez plus désormais sur notre ami Pierre-Olivier Valette, la chaîne Despiello F1 bien évidemment, restez fidèles également pour tous les débriefs de Grand Prix à chaud. Et puis vous avez été nombreux à nous questionner à propos de notre troisième. A-t-il été vraiment vice-champion de France de karting? Il est venu aujourd'hui avec des preuves, mais on va commencer par lui dire bonjour. Salut Brice Germain. Salut à tous, salut Manu, salut Pierrot, salut Hamza. Je suis ravi d'être là. J'ai des trophées à vous montrer pour vous prouver ma valeur. Mais hier, j'étais à King's Landing en train de défendre la reine. Parce qu'on il a spoilé tout le monde là. Il est lourd. Il est lourd. Hier, déjà, tu regardes en retard parce que hier c'était mardi. Avant-hier. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Brice, alors l'épreuve vice-champion de France de karting, on regarde ça, c'était il y a très longtemps. Aïe. Alors à l'époque, une Porsche aux couleurs de Ferrari. C'est de là où est né ton amour pour le cheval cabré, c'est bien ça? C'est exactement ça, oui. Et le volant, figurez-vous que le volant qui est dans cette petite Porsche que m'a confectionné mon papa à l'époque, c'était en 95, il est dans les mains de ce cher Pierrot à l'heure actuelle, alors, il n'a pas bougé. Donc j'ai ramené un peu de mon enfance et de mon histoire automobile avec nous aujourd'hui. Le papa bien sûr de Brice Germain, alias Laurent Stroll, vous l'aurez bien compris, qui lui a payé sa première écurie. Quelques zéros de moins. Tout de suite un premier tour de table, puisqu'on vous connaît un petit peu, on va essayer de vous connaître un peu mieux. Je vous demandais vos pilotes préférés la semaine dernière. Parlez-moi du circuit qui vous inspire le plus, le circuit qui vous marque, le rendez-vous que vous attendez à chaque fois dans une saison. On commence par toi Pierrot. Suzuka, tout simplement. C'est un circuit mythique, c'est un juge de paix qu'on considère en F1 avec Spa-Francorchamps et d'autres. Suzuka parce que incroyable, la première portion avec les S, le 130R, et puis c'est le seul circuit en 8 de la saison. Puis on a souvent eu des belles courses là-bas, donc ouais, Suzuka, sans la moindre hésitation. Spa, le Grand Prix de Belgique. Moi, le Rédillon, c'est un. J'ai devancé. Mais le Rédillon, il est extraordinaire. Enfin, il était extraordinaire. Maintenant, c'est peut-être un peu plus facile. On a l'impression pour les pilotes, mais c'est le secteur qui me fait le plus kiffer. Et puis, en plus, on a le jackpot avec la météo qui parfois peut complètement changer un Grand Prix de... Il a neigé là, au WEC, au 6 heures du WEC la dernière fois. Hein. J'ai envie qu'on ait un point météo avec toi toutes les émissions. Météo de l'émission. Ouais, Spa aussi pour ce Rédillon-là, et c'est en fait sa difficulté avant que les F1 soient aussi entre guillemets faciles à conduire. C'est vrai que le Rédillon, c'était pour celui qui avait le plus gros cœur en fait. Celui qui avait le plus gros cœur le passait le plus vite. C'est ça? Oui, bon, on est sur une émission, bon, on va essayer de rester correct. Hein. Et il y en a un qui me manque beaucoup, moi, c'est la Turquie. Ouais. C'est un circuit que j'ai adoré, qui n'est pas resté assez longtemps. Et ce triple gauche était fantastique. Et si j'ai gardé ma PS2, c'est pour pouvoir jouer sur le circuit d'Istanbul avec ma McLaren de Raikkonen. Voilà. N'oubliez pas, dans 10 jours, on sera sur un circuit de légende. Enfin, on y sera, on en parlera surtout. Le Grand Prix de Monaco, qui sera d'ailleurs cumulé à l'Indy 500. On reviendra bien sûr là-dessus. Mais avant ça, on va parler d'un circuit qu'on connaît bien, où il est plus difficile de dépasser. On débriefe tout de suite ce Grand Prix d'Espagne.
Le Grand Prix d'Espagne et ses 4 enseignements, on va les découvrir tout de suite, bien sûr, avant de commencer à rentrer dans le détail. Hamilton souverain, le vainqueur de ce Grand Prix d'Espagne 2019, la déception Ferrari, le duel Stroll versus Norris, à qui la faute, et puis un constat, As est en progrès, la preuve, Romain Grosjean a même marqué un point. On commence tout de suite avec Hamilton, 3 victoires consécutives à Barcelone en 3 ans, c'est le recordman de victoires là-bas avec 4 succès, une course menée de bout en bout, une course aussi bonifié par le meilleur tour et un sacré meilleur tour qui nous a réalisé l'ami Lewis Hamilton. Souverain et pourtant il avait pris 6 dixièmes lors des qualifications face à Bottas. Alors ce qu'il faut savoir c'est que sur les 6 dixièmes en qualif il avait mal préparé son tour, il avait fait quelques erreurs parce que justement il n'avait pas bien rechargé les batteries pour entamer son tour de qualif et finalement effectivement il se prend 6 dixièmes. Je pense que s'il avait fait un excellent tour il aurait été à 2-3 dixièmes grand max de Bottas. Souverain, presque impérial même, surtout sur la course au final, mais il n'a pas réalisé le week-end parfait parce que Bottas était quand même légèrement devant je trouve, donc souverain, il revient, voilà, il commence à remettre les cheveux aux vapeurs sur le championnat, quoi. Je pense qu'il est au courant quand même de sa souveraineté sur le monde de la Formule 1 et qu'il met un coup d'accélérateur quand il a besoin de mettre un coup d'accélérateur. Là, en l'occurrence, il s'est pris une petite piquette par Bottas. Ça lui a réveillé un petit peu l'ego qui était endormi dans ses positive vibes, comme il met sur Instagram. Maintenant, voilà, bon, il a fini deuxième. Il a dit, bon, je vais redevenir le Lewis que tout le monde connaît. Il l'a été. Et franchement, il y a quand même peu de Grands Prix où il termine pas le Grand Prix avec les réglages qu'il veut, le rythme qu'il veut. Et c'est ça aussi la marque de ce grand champion, c'est qu'il peut commencer devant un vendredi compliqué, il va finir un dimanche en apothéose et en gagnant, quoi. 3 victoires en 5 Grands Prix déjà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Hamilton, alors, je ne sais pas si ça joue, mais ça a toujours été beaucoup dans sa personnalité. Il a reçu, je crois, un appel ou une story Instagram d'un enfant malade, et c'est des choses comme ça qui, lui, peuvent le booster parce qu'il est comme ça dans sa personnalité. Donc peut-être que ça lui a donné un petit surplus pour la course. Voilà. Ce côté mystique. Côté très mystique et surtout... un grand bravo aussi à Mercedes qui a mis dans le jardin de l'enfant malade une Mercedes de cette année avec le trophée de Lewis Hamilton, plus plein de cadeaux pour cet enfant, donc chapeau à eux. Mercedes souverain, plus qu'Hamilton, parce qu'Hamilton au final, on verra, on va suivre l'évolution de la saison, mais moi c'est le début de saison de Mercedes qui m'impressionne, la supériorité on l'a encore vu en Espagne. Ouais. Alors je veux bien que Ferrari se plante complètement, je sais qu'on en parlera, mais Mercedes on a l'impression qu'ils sont intouchables, quoi. Il y a rien ne va contre eux. Je vois pas comment aujourd'hui. J'espère qu'on aura une lutte Bottas-Hamilton, sinon la saison va être longue. Le Grand Prix de Monaco arrive. Si Mercedes fait un nouveau doublé, ils vont battre le record dans l'histoire de la F1 du nombre de doublés consécutifs. Ouais. C'est pas rien, quoi. 6 doublés consécutifs. Mercedes, ils sont arrivés super forts en fait. Moi je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi forts ou que Ferrari se plante entre guillemets par rapport aux essais, mais ils sont arrivés et c'est ce qu'on a dit dans la précédente émission, c'est que première semaine des essais hivernaux, ils arrivent, ils testent leur voiture, ils sont arrivés, tout le monde a regardé leur voiture en disant mais c'est la bagnole de l'année dernière. En fait, ils ont vraiment testé tout leur système pour avoir une voiture saine entre guillemets. Et ensuite, ils sont arrivés avec leur vraie voiture pour confirmer leur philosophie en termes d'aérodynamisme. Et derrière, ils savent que toutes les upgrades, ils savent si elles vont marcher ou pas, et ils sont pas paumés. Et du coup, dès qu'ils apportent une upgrade et qu'elle marche, c'est 7 dixièmes au tour face à Vettel et à Leclerc, quoi. En fait, il y a une sérénité chez Mercedes qu'il y a dans aucune autre équipe de Formule 1 à l'heure actuelle, qui fait que, ils ont que des problèmes mineurs à gérer. Des soucis mécaniques en essai. Oui, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que quand Ferrari gaspille une énergie folle à gérer ses pilotes, à voir si son aéro fonctionne, à essayer de contrôler son train avant, Mercedes prend son énergie en fait à mettre des points. Et c'est tout. Bon, j'ai bien compris, les amis. Mercedes, tout est parfait, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Pour le moment. Vous avez envie d'y aller avec les 2 pieds sur Ferrari, alors on y va. La désillusion, bien sûr, des rouges dans ce week-end d'Espagne. Sébastien Vettel a fini 4e, Charles Leclerc 5e, mais surtout, c'est cet écart en qualif et en course. Énorme. Près d'une seconde, plus d'une seconde bien sûr de retard sur les Mercedes, et pourtant on les attendait performantes, ces Ferrari, elles arrivaient avec des nouveautés. Au final, le constat, j'ai l'impression, c'est que l'écart s'est encore creusé avec les Mercedes. C'est énorme, l'écart il est abyssal, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, c'est peut-être en 2014 où là il y avait une révolution technologique en Formule 1 avec le moteur hybride. Là, clairement, c'est abyssal. Le constat, il est ouf. Je comprends pas qu'ils prennent 8 dixièmes sur un tour qualif, qu'ils prennent 3-4 dixièmes, ok, et puis il y a peut-être des upgrades qui marchent pas, mais là 8 dixièmes
Moi, comment vous l'expliquez par rapport aux infos qu'on a sur le Grand Prix de Barcelone, où est-ce que Ferrari perd du temps et sur quel type de tracé, sur quel type de portion Ferrari perd c'est ce que dit Mattia Binotto. Ils ont perdu du temps à chaque virage. Alors, on s'est beaucoup focalisé sur ce troisième secteur assez sinueux. Une seconde dans le dernier secteur, il perd du temps. Alors je veux bien que Ferrari, lors de la construction, de la conception de cette monoplace, ait fait le pari de prendre des réglages extrêmes, notamment au niveau du train avant, et que ça ne marche pas. Mais à ce point, c'est un truc de fou. Plus que le train avant, là. Formule 1 qui perd du temps chaque virage. C'est quand même emmerdant parce qu'il y a des virages sur un circuit. Donc c'est pas Indianapolis. C'est là que tu dis que heureusement que le moteur est aussi bien né, quoi. Bien sûr. Parce que vu l'aéro de la Ferrari à l'heure actuelle, si le moteur est le même moteur qu'en 2015 ou en 2016 chez Ferrari, on les retrouve 8-9e, je pense. Ils sont terriblement à la ramasse en termes d'aéro. La voiture ne rentre pas dans les virages. C'est terrible à quel point, à chaque virage, c'est une lutte pour les pilotes. Qui dit lutte dit également plus de fatigue chez les pilotes, donc plus d'erreurs. Et il est quand même fortement possible qu'on retrouve des Ferrari dans le mur à Monaco, parce qu'elle est impossible à manier, quoi. Moi j'irai pas jusque là, plus pas non plus, ils vont pas se retrouver dans le mur à Monaco. On voit bien peut-être une petite erreur de Leclerc à la Verstappen comme l'année dernière, tu vois, mais je vois pas non plus les Ferrari dans le mur. Je te dis que le train avant, tu vois les on-board, le train avant. Non mais c'est pas une McLaren ou c'est pas une Renault non plus, abuse pas. Oui, mais les pilotes qui sont dedans, en fait, ils sont dans leur tête, ils sont au volant d'une Ferrari. Ils vont au bout, ils vont à la limite. T'as la pression du début de saison, t'as la pression du début de saison aussi avec les résultats qui vont pas. Et oui, je peux comprendre ce que tu veux dire dans le sens où à force de vouloir rattraper un peu de temps que tu perds à cause de la mauvaise conception de ta monoplace, tu vas prendre plus de risques. Et effectivement, à Monaco, prendre des risques, c'est augmenter la possibilité de finir dans le mur. Mais on n'a pas la certitude. Mais moi, ce qui me choque, en fait, c'est que sur un circuit où ils étaient si performants en essai de pré-saison, alors évidemment que Mercedes a eu un rythme de développement très rapide et on l'a vu tout au long de ce début de saison. Mais je ne comprends pas comment cette voiture marchait il y a 2 mois. Et aujourd'hui, se retrouve à la rue complet. Moi, j'ai une petite idée. On a commencé à dire, et je vais te donner la parole tout de suite, mais on commence à dire du côté de chez Ferrari que cette SF90, elle a peut-être été ratée, qu'il y a sans doute eu des manqués. Est-ce que, ça y est, on s'est rendu compte trop tard de la chose? Est-ce qu'on peut réagir aussi en cours de saison? Moi, je pense qu'à Barcelone, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que la philosophie de mettre son aileron avant et de rediriger l'air à l'extérieur est une erreur. Alfa Romeo est derrière. Ferrari est derrière. Les 2 écuries qui ont fait vraiment ce pari-là, en fait, à Barcelone, qui est le circuit d'école, sont en train de le payer. Peut-être qu'avec les températures froides, justement, cet air-là permettait de garder le pneu en température. Bah ouais, mais regarde, en Chine et à Bakou, ils étaient nulle part alors qu'ils faisaient un peu plus frais, tu vois. Et du coup, à Bahreïn, ils étaient forts. Mais justement, certainement qu'avec cet aileron-là, la fenêtre de température que permet en fait, le flux d'air est très très petite. C'est ce que tu disais déjà la semaine dernière, c'était ta théorie, la température, plus les températures sont élevées, plus Ferrari arrive à sortir la tête de l'eau. C'est ça, et pourtant on a vu à Barcelone que malgré les bonnes températures et comme quoi il neigeait pas à Barcelone, contrairement à ce que Jean-Louis Moncey aurait pu dire sur Twitter. On ne critique pas Jean-Louis Moncey en se faisant... Non, le pauvre s'est fait pirater du pain. Mais non, effectivement, moi je m'attendais justement à ce que comme il fasse chaud, et que les Ferrari soient présentes. Et elles ne sont pas présentes, elles sont à la rue. Alors, d'un problème, elles ne sont pas présentes, mais en plus, elles sont larguées. Elles sont larguées. Moi, ce que je pense, c'est que l'aileron avant, leur philosophie d'aileron avant, peut pas être une mauvaise chose en soi. Par contre, pour faire des upgrades sur leur voiture en règle générale, après avec cette philosophie d'aileron avant qui conditionne tout l'air qui va aller dans la voiture et autour de la voiture, et c'est là où ça coince. Peut-être qu'effectivement en termes d'upgrade, on peut pas faire grand chose avec cette philosophie-là, contrairement à Mercedes qui a une philosophie beaucoup plus simple et beaucoup plus upgradable entre guillemets face au Ferrari. Il ne s'est pas passé grand-chose dans cette course, les amis, mais il y a quand même eu un fait au 44e tour. On pensait que ça allait nous réveiller. D'ailleurs, on s'est envoyé des textos comme ça avec des pistonnés. L'accrochage du plus pistonné des pistonnés, Lance Stroll avec le jeune rookie Lando Norris. Regardez les déclarations. Lance Stroll qui dit « Il ne m'a pas laissé assez de place ». Lando Norris, il n'y avait pas de place pour 2. Voilà, d'ailleurs, je crois que c'est inversé. C'est Lando Norris qui dit qu'il n'y avait pas assez de place et Lance Stroll qui dit qu'il n'y avait pas de place pour 2. C'est à peu près la même chose. Oui, en tout cas. Les amis, à qui la faute très rapidement? Qui a le plus tort? Honnêtement, s'il y a un fautif, parce qu'il n'y a pas eu de pénalité. C'est un incident de course. C'est un incident de course. Lance Stroll ne voyait plus Norris, pensait que Norris allait avorter sa tentative. Norris, à juste titre d'ailleurs. Oui, c'est pas scandaleux, parce que Norris, au final, avant l'amorce du virage, il est un peu en retrait. Ils sont pas côte à côte, roue contre roue. Et de l'autre côté, Norris se disait, il y a encore un petit peu de place. Donc,
C'est plus un incident de course qu'autre chose. C'est un incident de 2 jeunes fougueux. Voilà. Alors, fougueux pour Stroll, on se calme quand même, mais Norris, je peux comprendre. Non, mais Stroll, je pense qu'il en a un peu marre d'entendre toutes les critiques sur lui et que quand on se met à le dépasser, il commence à un peu plus bloquer. Il défend sa position. Là, pour le coup, il défend totalement sa position. Il est à l'intérieur dans le premier virage. Norris va passer à l'extérieur avec un petit peu de débris de gomme, entre guillemets, qui va pas lui donner la meilleure trage et il va pas avoir le meilleur run de sa vie autour de la voiture de Stroll pour être vraiment à sa hauteur dans le deuxième virage. Donc Stroll, pour lui, il a regardé son point de corde, il regarde le deuxième point de corde au moment où il tourne. La voiture qui est derrière lui, il s'en fout. Donc voilà, Norris a peut-être eu un peu tort, je pense, en termes d'intelligence de course, d'insister. Pour moi, 60-40. 60 Norris, parce que effectivement, quand tu vois qu'avant, à cet endroit-là, à Barcelone, tu avais du gravier et de l'herbe. Exactement. Donc en soi, tu pouvais pas passer. Là, tu as de l'asphalte. Va pas ruiner ta course en essayant de forcer le passage. Une Grosjean. Voilà. Non mais c'est là que tu vois la différence entre un pilote qui a 6-7 ans d'expérience en F1 et un pilote qui vient de démarrer. C'est que là, il essaie de prouver quelque chose. Norris, certainement, il est devant Sainz, donc il doit avoir un petit peu sentir pousser des ailes, pour pas citer des slogans de Red Bull. mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il avait le choix en soi de finalement pas ruiner sa course et d'aller tout droit. Et bon, tu retentes sur Stroll plus tard. Et après, Stroll n'est pas non plus 100% blanc dans le sens où tu sais que tu as une voiture à gauche, quoi. Serre pas, t'es dans la bonne trajectoire, tu vas avoir après la vitesse, le moteur Renault il va pas reprendre le dessus sur toi derrière. On a dit c'était le fait de course, mais la conséquence, safety car qui aurait pu tout relancer on y a cru. A fait un petit peu pchit quand même. Heureusement que ça a un petit peu relancé la chose, mais finalement la relance a pas. On a une belle bataille pour la 7ème place. C'est ça, voilà. Bon, on a vu Leclerc, Gasly attaquer Leclerc au premier virage, Leclerc bloque légèrement la roue, mais ça passe. Et puis on a vu les Grosjean et Magnussen faire des Et c'est là que tu as vu la puissance de ce moteur Ferrari. C'est que. On y vient, parce que tu vas trop vite. On y vient. Justement, puisque tu parlais du moteur Ferrari, c'est le moteur qui équipe bien sûr les As. Les As en regain de performance. Alors, faut-il y voir un lien de cause à effet, de la performance, de voitures dans les points, et surtout une explication musclée entre ces pilotes qui a aussitôt été désamorcée après la course. Alors, tu parlais du moteur Ferrari. Est-ce que justement on ne peut pas faire un pont entre les performances de ce moteur Ferrari, les améliorations apportées sur la Haas et ce gain justement de performance? Ce qui est sûr, c'est que c'est une très bonne nouvelle pour Haas que ça fonctionne sur un circuit comme Barcelone. Avant, ça fonctionnait en Australie et ça ne voulait pas dire grand-chose finalement pour le reste de la saison. Haas avait des problèmes tout le long de la saison. Là, que ce soit à Barcelone, ça veut dire quand même que tu vas avoir un package qui devrait être performant sur la plupart des circuits de la saison et surtout sur la partie européenne de la saison. Donc c'est une très bonne chose pour Haas. Le moteur Ferrari semble bien fonctionner et en bonne adéquation avec le reste du package aéro. Après, la Haas semble être une sorte de pas diamant, on va dire, une bonne pierre précieuse à polir. Il faut, à mon avis, qu'ils trouvent les bons réglages. Et quand ils trouveront les bons réglages, à mon avis, ce sera la 4e force du championnat. Ils ont le package certainement le plus solide, ou en tout cas celui qui devrait être le plus performant sur la durée. Comparé aux autres écuries. Je suis à mon avis. Tout à fait sûr de ça, moi, pour le coup, parce qu'on a vu ça a quand même des moyens limités par rapport à d'autres écuries, donc apporter du développement toute la saison, comme l'a dit Fred Vasseur. Avant, on apportait une voiture A, une voiture B en milieu de saison dans les années il y a longtemps. Là, maintenant, c'est des upgrades, presque une voiture pour chaque Grand Prix, pour chaque Grand Prix qui est différent, avec des virages différents, etc. Donc la Haas, je suis pas sûr, elle est saine. Je pense qu'il y aura forcément une facilité entre guillemets d'upgrade sur la voiture. Mais moi, en tout cas, je ne m'attendais pas du tout à les voir aussi haut, aussi performants par rapport à leur début de saison qui était catastrophique, quoi. Après, leur performance, elle est fragile. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui... Quand ils sont 6 et 7 ou 7 et 8, c'est le max déjà qu'ils puissent faire. Et puis derrière, il faut qu'ils aient un Magnussen et un Grosjean qui soient irréprochables sur tout le week-end. Ce qui n'est pas le cas assez souvent, malheureusement. Et mais on en revient à ce que tu dis. Ça veut dire que sur l'ensemble de la saison, la marge de progression de Haas, elle est réduite par rapport à Renault, par rapport à Racing Point. C'est là où on verra l'intelligence aussi des pilotes à prendre les points, parce qu'il faudra les prendre très vite, prendre un maximum d'avance pour d'ici la fin de saison, si ça commence à coincer au niveau du développement,
Et en plus, ça n'a pas été le cas à Barcelone, puisque au lieu de figer entre guillemets un peu les positions, de faire une consigne d'équipe qu'on déteste absolument, mais qui prend tout son sens et qui est nécessaire pour As, les deux se touchent. Grosjean fait 3 fois le tour dans l'asphalte, dans le run-off area, et du coup se fait dépasser, dégringole, se bat contre Albon avec des pneus en fin de vie. Donc c'est un petit peu dommage, et je pense qu'il y a eu une explication entre Günther Steiner et Magnussen justement à la fin du Grand Prix, parce que... Et ça a été bien géré. Parce que personne s'est penché dans la presse, il y a peu de règlements de compte, en tout cas c'est le début de saison aussi, il faudra attendre les amis. On jette un petit coup d'œil au classement général, bien sûr le classement pilote, pour le moment on se concentre véritablement là-dessus, pour marquer aussi également l'écart creusé par les deux Mercedes sur les autres. Lewis Hamilton donc en tête, 7 points devant Bottas, il a 48 points d'avance sur Vettel, 55 sur Charles Leclerc, voilà, on peut le dire, l'écart est fait et on se dirige petit à petit, on verra vers en tout cas un duel entre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Les amis, ça a été une des demandes dans les commentaires lors de la première émission. Je vais vous demander votre pronostic pour le Grand Prix dans 10 jours du côté de Monaco. Mercedes, tout simplement. Je pense Hamilton parce que avec Vettel, mine de rien, ils ont remporté que 2 fois chacun le Grand Prix de Monaco, et c'est les 2 seuls qui ont remporté le plus de fois Monaco sur le plateau 2019. Donc je mettrai ma petite pièce sur Hamilton, mais on n'est pas à l'abri d'un Bottas exceptionnel. Donc, Hamilton pour Mercedes. Pas à l'abri d'un Bottas exceptionnel, pas à l'abri d'un Verstappen exceptionnel. Bravo. Je le vois pas gagner. Moi, mon pronostic personnellement, c'est Valtteri Bottas. J'ai envie de croire encore, une lutte Bottas-Hamilton jusqu'à la fin de la saison. J'ai envie d'y croire, mais je me dis que c'est le Grand Prix ou jamais en ce début de saison pour Red Bull et pour Max Verstappen pour aller, pourquoi pas, chercher une victoire. Allez, pour essayer de donner un tout petit peu d'intérêt à la suite de cette saison, je vais dire soit Verstappen, soit Charles Leclerc. Ah oui, forcément, Monaco. Voilà. À la maison, que pourrait-il se passer pour le Monégasque qui rentre lui à pied. Il y a 10 minutes, il nous a quand même dit que les 2 Ferrari allaient finir dans le mur. Non, il a dit que c'était possible. Mais on sait jamais. Un bon pilote conduit n'importe quoi. On retient vos pronos, on les ressortira bien sûr à la prochaine émission. On n'a jusqu'ici ni parlé de Renault, ni parlé de Red Bull. Ce sont les 2 mots-clés de notre débat qu'on lance tout de suite. Depuis plusieurs saisons, vous êtes délecté de la guerre des mots entre Red Bull et le motoriste Renault. Netflix l'a depuis le popularisé. Petit rappel des faits, regardez, on vous a remonté l'historique avec l'an dernier, on va dire l'épicentre justement cette guerre. La déclaration bien sûr de Cyril Abiteboul, Red Bull est aussi ce qu'elle est grâce à Renault. Christian Horner avec Renault, on paie un billet première classe et on se retrouve en classe éco. Depuis, il y a quelques semaines, le mea culpa d'Adrian Newey, l'ancien directeur technique du côté des Autrichiens, Adrian Newey qui déclarait justement ceci. On va le voir, ça va apparaître, je ne l'ai pas appris par cœur, chers amis. Mais il expliquait justement le pourquoi, on va dire, de cette guerre, ou pourquoi en tout cas cette communication a été aussi offensive chez Red Bull. Nous avons critiqué le moteur Renault dans les médias parce que nous voulions les obliger à s'impliquer davantage, mais notre stratégie a envenimé la relation. On aura compris, oui, il n'y a pas de L, chers amis. Voilà, on aura compris en tout cas pourquoi Red Bull a été aussi critique avec Renault. Et puis il y a eu le constat de Max Verstappen concernant son nouveau moteur, son nouveau fournisseur, à savoir Honda. C'était après le Grand Prix de Melbourne. On perd encore du temps en ligne droite. C'est un fait, la puissance pourrait être meilleure, mais on ne peut pas se plaindre. Avec un nouveau moteur partenaire, ça prend du temps. Wow. Sur le Grand Prix de Barcelone, les amis. Sur le Grand Prix de Barcelone, il faut savoir que, au bout de la ligne droite, les Red Bull étaient les voitures les plus lentes au speed trap. C'est comme ça qu'on appelle ça. Alors, est-ce que Red Bull a eu raison de changer de motoriste, de faire appel notamment à Honda et de quitter Renault? Oui. Mais pour une raison, alors déjà qui me semble évidente, c'est qu'aujourd'hui on peut considérer Red Bull comme une écurie d'usine. Parce que le partenariat, le contrat d'exclusivité qui lie aujourd'hui Red Bull à Honda fait que Red Bull finalement aujourd'hui devient une équipe usine au même titre que Renault, au même titre que Mercedes ou que Ferrari. Et mine de rien, c'est quelque chose qui aujourd'hui dans la F1 des V6 me semble personnellement capital pour aller aspirer à remporter un titre de champion du monde. T'as pas le choix. De toute façon, quand Red Bull est champion du monde, Renault n'est pas là. Renault fait les moteurs pour Red Bull. Et là, il y a un vrai partenariat. À partir du moment où tu es une écurie cliente d'une autre écurie usine, forcément que les relations se tendent. Et notamment, Renault n'a pas su gérer ce virage de l'hybride.
comme a pu le gérer Mercedes ou un peu plus tard Ferrari. Et forcément, derrière, Red Bull, qui aspire à être une écurie de pointe, sans moteur, tu gagnes pas en F1, c'est comme ça. Voilà. Donc, Ce qui est bien, c'est que finalement McLaren a fait le crash test pour Red Bull avec Honda, puisque McLaren avait envie de faire, comme tu dis, de faire justement cette écurie usine entre guillemets avec un seul partenaire moteur qui perd pas son temps à faire des moteurs pour tout le monde et qui se focalise sur une écurie. Et puis Red Bull a vu que ça marchait pas bien entre Woking et Honda et s'est dit vu que la relation s'est envenimée avec Renault et puis qu'on n'arrive pas à s'entendre entre il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque que, parce que j'entends, vous êtes tous d'accord sur ce débat, mais il n'y a aucun risque, on va dire que, alors moi j'ai envie que vous m'expliquiez dans ces cas, qu'est-ce qui a changé entre ce moteur Honda de chez McLaren qui a connu différentes casses et ce qui se passe aujourd'hui dans la relation avec Red Bull, les personnes qui travaillent ensemble, tout simplement. Woking, chez McLaren, ils voulaient absolument que le moteur soit comme ci, comme ci, comme ça. Sauf que les gars, vous faites un châssis, vous faites pas le moteur. Donc laissez les mecs faire le moteur, faites un châssis qui va bien autour du moteur, etc. Et c'est ce que fait Red Bull, ce qu'a fait Toro Rosso aussi l'année dernière et qui a aussi servi de laboratoire pour vraiment prendre la bonne décision et dire salut, au revoir à Renault. Donc au final, oui, ils ont eu raison pour leur futur en F1 dans les années long terme. Maintenant, écoute, Renault, débrouille-toi et puis on va voir ce que ça donne pour tes objectifs que tu as annoncés en 2016. La vraie différence pour là maintenant, c'est l'assainissement des relations entre Red Bull et son motoriste. Ouais. Là, pour cette saison. C'est-à-dire que dans l'écurie Red Bull, tu vas avoir aujourd'hui un optimisme beaucoup plus grand en fait, des ingénieurs envers le développement du moteur que ce qui était le cas avant. Avant, tu avais Horner et Marco qui boulaient direct sur le moteur Renault à tous les grands prix. Il a expliqué pourquoi, parce qu'il le payait cher, parce qu'il n'avait pas l'exclusivité comme ce que vous avez expliqué. Oui, voilà. Là, il y a vraiment un projet commun qui n'était pas le cas avant avec Renault. Et en fait, ça donne de la confiance, mine de rien, en fait, à tout le staff Red Bull de se dire, OK, on part sur une nouvelle voie. Parce que, est-ce que c'est un bon choix? J'aime autant de dire, est-ce que c'était un bon choix de rester avec Renault? Ça faisait quand même 3 ans qu'ils ne gagnent plus rien, Red Bull. Ils ont fait quoi? 12 victoires, je crois, dans les 4 dernières saisons avec Renault. Pas énorme. Comparé à leurs 4 titres d'avant, c'est rien du tout. Ils n'ont pas grand-chose à perdre, finalement, quand tu vois l'aéro qu'ils ont, quand tu vois les performances de leur châssis, qui a toujours été excellent depuis 7 ou 8 ans. Ils n'ont rien à perdre que de changer de moteur et de se lancer dans un nouveau projet où il y a des moyens, où ils peuvent faire quelque chose dans les années à venir. Donc non, enfin, ça ne peut pas être une erreur en fait d'avoir fait ça pour moi. Surtout ce que tu disais tout à l'heure, à savoir que Red Bull avait la vitesse de pointe, enfin les équipes du moteur Honda avaient la vitesse de pointe la moins élevée en Espagne. Je suis pas sûr qu'on puisse en tirer une quelconque conclusion tout de suite, parce que Red Bull, lorsqu'ils avaient le moteur Renault, c'était une équipe du coup qui misait tout sur son châssis. Et on les voyait exceller à Singapour, on les voyait exceller à Monaco. Si aujourd'hui Red Bull, comme je le disais tout à l'heure, aspire à remporter un titre mondial, Red Bull se doit d'être complet partout. Du coup là, ils sont en train de réduire l'appui aéro à l'avant, ce qui va forcément prendre du temps, parce que c'est un changement finalement de philosophie, de politique. Contrairement à ce qu'ils avaient avant avec Renault, ça prendra du temps, mais c'est pas forcément. Je suis pas sûr qu'on puisse aujourd'hui, en tout cas, en tirer une quelconque conclusion sur la performance du moteur Honda avec Red Bull. Bon, moi, j'aurais réussi à vous mettre d'accord les pistonnés sur le fait que Red Bull, en tout cas, ait pris la bonne décision en quittant Renault. Je me permets quand même de vous relancer sur cette petite chose, cette petite déclaration. Je crois que c'était de Christian Horner il y a quelques semaines et qui évoquait notamment cette saison. La collaboration avec Honda, c'est une véritable injection d'enthousiasme, de passion. Alors, il faut voir beaucoup aussi de communication. Oui. Nous partageons les mêmes objectifs et la même vision. Il a aussi dit dans cette déclaration, il a aussi expliqué que, allez, on irait au bout des 3 moteurs autorisés cette année, qu'on allait faire des tests, qu'on allait demander aussi à Honda d'aller chercher un petit peu plus de puissance, parce que le pari à l'époque de Honda avec McLaren, c'était d'offrir des moteurs surpuissants, mais on le sait, qui étaient très peu fiables. Là, on recherche un petit peu de souplesse. Il manque encore un petit peu de puissance. Ça veut dire que c'est un pari à moyen, long terme, mais est-ce qu'il sera vraiment payant? Est-ce qu'on a vraiment la certitude de savoir qu'il sera vraiment payant, ce pari-là? Oui, bien sûr qu'il sera payant, parce qu'à partir du moment où, comme on l'a dit, pour toutes les raisons, et même si c'est que de la com, entre guillemets, c'est pas tant que de la com que ça, c'est que derrière, il y a quand même un fond de vérité de dire, c'est de la passion, etc. Parce que faut savoir
savoir que chez Honda, les mecs, ils en ont bavé, ils en ont chié avec McLaren, quand on voit le reportage justement c'était qui? C'était Amazon, je crois, qui avait fait un documentaire sur les sur deux McLaren. saisons On voit les Japonais, ils se regardent dans le blanc des yeux à Woking, en train de rigoler parce que le moteur il marche pas et que c'est le premier allumage de la saison qui est très très important, qui est le moment du mariage du moteur avec le châssis, et ils sont là en train de se regarder, en train de rigoler, et tu vois tous les autres ingés en train de suer comme des oufs à Woking, et là forcément les gars ils sont là, on vous laisse faire on pense plutôt faire un châssis comme ça, dites-nous comment vous voulez mettre le moteur, machin. Donc forcément les mecs ils prennent une bouffée d'air et ça leur fait du bien à ces Japonais, donc oui, ça va aller sur le long terme, c'est clair. Et on a vu déjà des premières améliorations, on l'a vu à Bakou, plus 20 chevaux sur le moteur Honda. Comme tu disais tout à l'heure, Red Bull, s'il le faut, prendra les pénalités bien plus tôt que prévu. Et c'est logique au final, quand on voit en plus les performances, les surperformances, je sais pas, parce qu'au final il y a aussi Ferrari qui se plante, mais lorsque l'on voit la performance de Max Verstappen en ce début de saison, on peut se dire finalement qu'il y a peut-être même une 3e place au championnat pilote et une 2e place au championnat constructeur à aller chercher. Moi, j'irais même plus loin, juste pour finir là-dessus, c'est que là, cette année, ils savent qu'ils vont pas devenir champions, et même avant, ça libère un point. Ça libère, donc ils se disent, cette année, ça va être un petit peu laboratoire. Gasly fait le laboratoire pour Verstappen, Toro Rosso fait le laboratoire pour Red Bull. Ils testent des trucs, et puis si ça marche, tant mieux, on valide. Si ça marche pas, c'est pas grave, on retourne sur la planche de dessin. Et puis voilà, c'est comme ça qu'ils avancent. L'année prochaine, ils risquent d'être très performants. Ouais. Ouais, faut te rendre compte d'un truc aussi, c'est que Red Bull, ils sont au courant que leur base principale, c'est vendre des canettes. Donc, à partir de là, ils savent qu'ils n'ont pas le contrôle total sur la construction de leur voiture. Donc, ils vont faire avec ce qu'ils ont sur les premiers temps, et ils savent que cet aspect-là, ils ne le maîtriseront jamais. Donc, là, maintenant, ils ont au moins un partenaire avec qui travailler main dans la main, ce qui n'était pas le cas avant, c'était plus... je te mets des coups que autre chose. Là, au moins, ils ont cette collaboration-là. Ça peut qu'être bénéfique. Je vous relance très rapidement. Petit tour de table pour finir ce débat. Red Bull, champion du monde avec Honda, c'est quelque chose qu'on peut espérer à moyen à long terme. Moi, je signe. Ça se fera tôt ou tard. Il y aura un moment donné où Red Bull va jouer la gagne contre Mercedes si Ferrari se foire pas. Ouais. Alors après, il faudra voir le changement de réglementation qui arrive. Ça, on ne sait jamais. Mais anticiper ce changement. J'ai aucune visibilité là-dessus. Exactement. Je pense que c'est trop tôt pour le savoir parce que le changement de réglementation arrive bien trop vite. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on peut signer pour se dire que Red Bull sera performant la saison prochaine, jouera la gagne la saison prochaine. Ouais. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Red Bull me fait plus peur maintenant que l'année dernière, par exemple. Oui. Contrairement à Ferrari. Exactement. En tout cas, on aura essayé de répondre à cette question. N'hésitez pas, vous aussi également, à mettre vos commentaires en bas de cette vidéo pour nous donner votre avis chez vous. On passe tout de suite au décryptage. On vient d'évoquer longuement la question de l'aéro, la question aussi des moteurs, mais Pierrot, l'arme fatale de cette F1 moderne, c'est les pneus. C'est là que justement les écuries viennent chercher des grosses secondes. Absolument. L'année dernière, on avait 7 composés de pneus différents. C'était un arc-en-ciel total de pneumatiques, donc c'était assez ahurissant. Certains composés de pneus étaient même pas utilisés d'ailleurs. On avait une gamme hyper large de pneus. On avait l'ultra soft, l'hyper soft, le super soft, le soft, le medium, le hard, le super hard qu'on n'a jamais utilisé, plus les pneus pluie. Donc autant vous dire que pour les néophytes, c'était un petit peu compliqué de comprendre pourquoi il y avait toutes ces couleurs au final et vraiment à quoi ça servait. Cette année, 3 couleurs différentes seulement, donc ça va être beaucoup plus simple pour se retrouver justement en termes de pneumatiques. Vous avez donc le hard, le medium et le soft. La gomme la plus tendre est forcément la plus performante, donc le pneu à bande rouge. Celle qui est forcément plus performante va durer moins longtemps sur la piste, donc aura une durée de vie un petit peu moins. Et puis forcément avec le pneu blanc, le pneu hard, il va falloir que le pneu tienne suffisamment longtemps, mais par contre on aura un petit peu moins de performance au temps autour. On a eu quelques questions justement aussi également dans les commentaires, puisque tu évoques ces pneus. Qu'est-ce que c'est les appellations C1, C2, C3, celles qui sont annoncées notamment par Pirelli avant chaque week-end de Grand Prix? En fait, il faut savoir que pendant toute la durée de la saison, on a des circuits qui sont tous différents, tout simplement. Il y a Monaco qui a une vitesse moyenne très très basse, donc qui ne sollicite pas énormément le pneu. On a par exemple Barcelone ou même Silverstone, où là on prend des virages à plus de 250 km/h, donc il faut que le pneu tienne. Et donc du coup, effectivement, Pirelli a fait une gamme de dureté de pneus pour toute la saison
pour aller de Monaco jusqu'à Silverstone, etc. Et donc c'est ces fameux C1, C2, C3, C4, C5. Et chaque Grand Prix, on va choisir 3 types de pneumatiques, les C1 avec les C3 et avec les C5, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Et puis on va apposer dessus les bandes jaunes, rouges et blanches pour bien se repérer sur la course. Et puis il faut savoir, alors on aime bien taper sur Pirelli, dire ouais c'est quoi ces pneumatiques de merde, machin. Faut savoir que Pirelli répond à un cahier des charges qui est fait par la FIA, qui demande à ce que les pneus se dégradent d'une certaine manière, qui tiennent un certain nombre de tours pour justement favoriser des arrêts au stand, favoriser plein de stratégies. Donc finalement c'est pas Pirelli sur qui il faut taper, mais plutôt la FIA qui fait ses cahiers des charges. Alors parle-nous un petit peu stratégie de course. Quelle est la règle véritablement en Formule 1 ? Alors, il faut savoir que pour chaque week-end de Grand Prix, les pilotes ont 13 trains de pneumatiques par course. Faut qu'ils choisissent justement tous ces trains de pneumatiques. Ils doivent obligatoirement en prendre un de chaque gomme, donc c'est-à-dire un jaune, un rouge et un blanc. Et donc, ils ont ces 13 trains de pneus pour la durée du week-end. Les 10 qualifiés de Q3, justement, s'élancent avec les pneus qui les ont qualifiés en Q2. Donc, ça veut dire que Lewis Hamilton est parti avec son train de pneus qu'il avait en Q2 et donc c'est ça aussi qui permet de faire des stratégies dès la qualification, comme ça a été le cas pour Max Verstappen notamment, qui s'est conservé un train de pneumatique rouge pour la course et qui a pu faire cette stratégie à 2 arrêts. Et puis forcément en course les pilotes doivent passer 2 trains de pneumatiques différents. Donc s'ils partent avec les pneus rouges, il faut qu'ils passent obligatoirement soit un pneu jaune, soit un pneu blanc. Et puis dès qu'il y a la pluie, forcément, là, c'est la fête du string, c'est-à-dire que dès que la piste est déclarée humide, à ce moment-là, on peut soit passer les pneus intermédiaires à bande verte, soit les pneus pluie à bande bleue. Et puis, on n'est plus obligé de passer 2 trains de pneumatiques différents. On fait vraiment tout ce qu'on veut en termes de stratégie. Donc, on verra ce que ça donne. Et puis, forcément, il y a quelques termes sur lesquels on reviendra plus tard dans quelques émissions, notamment le blistering, le graining, qui sont des termes un petit peu plus techniques qu'on va pas expliquer aujourd'hui. Et puis, pour finir, la Formule 2 a annoncé ce week-end les jantes en 18 pouces pour l'année prochaine, qui va servir notamment de laboratoire pour la Formule 1 pour justement avoir ces jantes 18 pouces en F1 dès 2021, un an donc avant la F1. Voilà, 18 pouces, c'est celle que. Pardon, excusez-moi, c'est les jaunes que vous voyez juste très Formule 1 derrière moi. Ouais. C'est vrai, ça ressemble énormément. Merci beaucoup, mon cher Pierrot. Despiello F1, bien sûr, sa chaîne sur YouTube qui parle d'histoire, qui parle technique, qui parle de beaucoup de choses et qui débriefe aussi également à chaud les Grands Prix. Allez, les amis, on vous emmène tout de suite au cœur du paddock. L'actualité de cette semaine, et ça commence avec une guerre politique du côté du Brésil. La guerre politique autour du Grand Prix d'Interlagos. Déclaration du président Bolsonaro qui veut un nouveau circuit dans la région de Rio, à Deodoro, du côté là où avaient eu lieu certaines épreuves des Jeux Olympiques. Ça sera, lui, l'annonce pour la saison 2020. Réaction immédiate du gouverneur de Sao Paulo, João Dória, qui a répondu ce week-end. Le Grand Prix de F1 à Sao Paulo continuera à Sao Paulo. Nous discuterons d'une prolongation avec les promoteurs de la F1 dans un mois. Qui croire, mais surtout, qu'est-ce que vous aimeriez, chers amis ? Interlagos, toujours. Interlagos pour toujours. C'est un super circuit. Ouais. On a eu la pauvreté à côté. On a eu ça veut dire quoi ça ? On a eu des circuits des courses absolument extraordinaires parce que le circuit est fabuleux, parce que on a la météo aussi, parce que c'est un circuit à l'ancienne aussi. Moi, je méprise tous les nouveaux circuits, notamment de notre ami allemand Hermann Tilke avec tout à l'heure tu parlais à Barcelone de ces pistes de dégagement en asphalte. C'est une horreur, absolue. Et Interlagos, exactement. Interlagos, en plus il y a ce dénivelé qui rajoute une option supplémentaire absolument incroyable, mais Interlagos, moi c'est à vie, Et moi je vais faire un petit point météo. Juste une dernière chose, oui, après je te laisserai Sébastien Follin, pas de problème. Mais juste une dernière chose par rapport à Interlagos, c'est que Interlagos a un contrat avec les promoteurs de la F1 jusqu'en 2020. Et là où Bolsonaro dit Grand Prix à Rio en 2020, alors déjà construire un circuit en l'espace de quelques mois, j'en doute. Ils l'ont fait avec les Jeux Olympiques. Mais je suis pas sûr qu'on assiste dès cette saison, en tout cas au dernier Grand Prix du Brésil à Interlagos. Petit point météo, chers amis. Interlagos veut dire en portugais donc entre les lacs. Oh, magnifique. Et c'est un circuit où la météo est très variable.
Et on adore ça en fait. En Formule 1. Je vois pas pourquoi en fait on irait se délocaliser alors que c'est un circuit qui nous a toujours donné beaucoup de spectacles. Alors il est un peu vieillot. Il est endetté aussi. Il est vieillot, endetté. Oui, d'accord. Ah. Mais si les promoteurs privés sont prêts à mettre de l'argent quelque part, s'ils aiment vraiment le sport auto, ils peuvent le mettre là aussi. Je veux dire, oui, il y a un problème de fonds publics, il y a un problème de fonds privés également, et on sait qu'au Brésil. Fonds publics, fonds privés, parfois c'est la même chose. Hein Comment ça, il y a de la corruption au Brésil ? Non, pas du tout, jamais. Mais voilà, perdre Interlagos, ce serait quand même perdre une grande partie du patrimoine de la Formule 1, perdre les origines d'Ayrton Senna, perdre les origines de Felipe Massa. De nombreux grands pilotes brésiliens. Ouais, Sao Paulo, c'est le berceau brésilien de la Formule 1. Felipe. Ouais, mais alors moi je vais essayer de prendre un peu le contre-pied. Merci, même si Pierrot, j'aime beaucoup Interlagos et moi, à conduire sur la F1 2018, etc., c'est un je trouve kiff. ça fun. C'est toujours un kiff à conduire. Les S de Senna en descente, le freinage en appui, tout ça, c'est génial. Je dis pas l'inverse. En revanche, effectivement, le circuit devait faire des travaux depuis des années, d'ailleurs, pour être, entre guillemets, un peu aux normes de la Formule 1. Et je parle plus d'un point de vue paddock, on va dire, plus que d'un point de vue sécuritaire. Donc ça n'a pas été fait. Tu l'as dit, le circuit est surendetté. Bolsonaro a dit, ouais, vous êtes gentil, mais ça nous coûte un bras. Et là, le circuit à Rio, c'est que des fonds privés qui viennent, donc let's go, tu vois. Donc oui, on va perdre un joyau, je pense, de la Formule 1 avec Interlagos, mais quand on regarde un peu le circuit de Rio, je me dis qu'il y a peut-être un truc à faire, mais il ne faut pas que ce soit des dégagements en asphalte. Oui, bien sûr, on est d'accord. Déjà, quand tu es un romantique, quand tu aimes la F1, s'il te plaît, tu n'as pas le droit de dire on va quitter Interlagos, c'est comme ça et c'est la vie. Déjà, première chose. Deuxième chose, le circuit de Rio, va falloir le refaire. Puisqu'il a été détruit suite aux Jeux Olympiques. Donc du coup, ils en font un tout nouveau. Il sera refait par qui ? Herman Tilke. Voilà. Forcément, oui, il a fait Istanbul, Herman Tilke. Mais Herman Tilke, Istanbul, avec la Malaisie que j'aimais bien aussi, ce sont quasiment ses deux seules réussites. On attendra une officielle. Et je pense d'ailleurs qu'il faudra faire un débat un peu plus. Bien sûr, il y a tellement de choses à dire sur Herman Tilke et ses circuits. On fera un débat. On n'a pas le temps, mon cher Brice. Tu garderas tes vies pour le prochain. C'est gentil. Dernière séance d'essai aujourd'hui du côté de Barcelone. Toujours pas d'Esteban Ocon dans la Mercedes. Faut-il être inquiet ? Faut-il être déçu ? George Russell avait tourné du côté de Sakir. Et là, c'est Mazepin qui a tourné cette semaine. On rappelle peut-être la petite règle, mais c'est vrai qu'Esteban Ocon aurait pu tourner dans cette voiture si les choses avaient été prévues en amont, notamment à partir de Sakir. Ocon, il fait que du simu, malheureusement, et je pense qu'on ne le verra pas dans une Mercedes cette année. Ça m'étonnerait parce que généralement, ils mettent un rookie avec un pilote titulaire pour faire les essais. C'est pas le choix. Et Esteban Ocon, malheureusement, il a fait déjà 2 saisons, donc c'est plus un rookie. Alors, la règle, c'est que sur 4 jours d'essai, si tu fais participer 2 jours d'essai à un rookie, tu peux placer après n'importe qui dans la voiture. Oui, mais après, pourquoi ne pas l'avoir fait ? Il faut quand même mettre un titulaire pour le développement de la voiture. On ne peut pas reprocher à Mercedes, à partir du moment où tu as une journée consacrée à un rookie, tu ne peux pas reprocher à Mercedes de ne pas mettre ou Hamilton ou Bottas. Et là, c'est ce qu'ils ont choisi. Ils ont choisi Valtteri Bottas. C'est triste et c'est dur pour Esteban Ocon si en plus on ne peut pas lui permettre de s'exprimer à travers ces journées d'essai. Mais moi, je pense que ça pue déjà pour lui. Mais ça pue très très fort. Ouais. Ah oui, dès la victoire en Australie, ça puait. Mais dès l'arrivée de la barbe de Bottas. Dès le changement radical de personnalité de Bottas et la manière dont il s'est. Je te laisse répondre parce que je sais qu'on est d'accord sur cette question. Alors, je vois ce que tu veux dire, à savoir le début de saison de Bottas, t'as un Bottas performant. Mais du coup, attention à ne pas avoir un Bottas trop performant sur l'ensemble de la saison. Parce que science-fiction, mais imaginons que Valtteri Bottas, jusqu'à la mi-saison, soit aussi performant, joue le titre avec Lewis Hamilton, et qu'à un moment donné, les relations entre les deux se dégradent. Je ne vois pas Mercedes prolonger Valtteri Bottas et repartir sur une nouvelle saison entre Bottas et Hamilton. Je le répète, c'est de la science-fiction. Toto Wolff l'a dit, la relation n'est pas la même. Mais on ne sait pas, mais ça fait 5 Grands Prix. Ça fait 2 saisons et 5 Grands Prix. Non, mais ça fait 5 Grands Prix que les deux pilotes sont à se tirer la bourre pour le titre mondial. Oui, mais on aura l'occasion d'en rediscuter, c'est pareil, c'est des news, ce n'est pas un débat, chers amis. La dernière officialisation, la grande officialisation de la semaine, c'est la sortie d'un biopic sur Michael Schumacher. Ça sortira en salle à partir de décembre 2019. La famille Schumacher est impliquée dans la création et les réalisateurs de ce documentaire sont 2 Allemands qui ont déjà travaillé sur Boris Becker. Michael Schumacher, un champion de calibre mondial, nous aimait à nous dire, bien sûr, notre ami Jean-Louis Moncey, qu'est-ce que ça vous inspire ce film sur Schumacher ? Vous avez hâte de le voir ? Comme tout film par rapport au sport automobile, oui, j'ai hâte de le voir. Oui, c'est ça. C'est une bonne chose parce que mine de rien, en fait, on est petit à petit, en tout cas, les fans. Pas forcément de Schumacher, mais de la Formule 1 sont petit à petit un petit peu en train de l'oublier, Michael Schumacher. Ouais. Il a pas, entre guillemets, l'aura légendaire dont tu as eu le crédit
Ayrton Senna à son décès parce qu'il est décédé justement. Ouais. Il est un peu dans ce milieu-là, ouais, ce ventre mou-là où il est vivant, mais bon, on le verra plus, machin. Donc c'est pas mal pour animer un peu la flamme et rappeler à tout le monde qui était Michael Schumacher. Après, j'ai très peur aussi que ça devienne une sorte d'éloge et qu'on oublie quand même que Michael Schumacher sur la piste, ça n'a jamais été un tendre. Ça a été un gros requin. Et comme la famille Schumacher est impliquée, je pense que certains de ses défauts vont être un petit peu oubliés dans ce docu. Moi, j'ai une hâte de voir l'angle qu'ils ont choisi pour traiter le documentaire, parce que Schumacher qui se gare à Monaco en 2006, Schumacher qui met Barrichello dans le mur au Hungaroring en 2010, ce genre de choses. Si c'est pas dans le... Voilà, ça va faire un petit peu finalement comme le documentaire Senna, où on diabolise un petit peu Prost, mais en même temps, ça va, c'est un documentaire sur Senna, donc voilà. Mais voilà, je suis quand même curieux de voir l'angle qu'ils vont prendre, et malheureusement, j'ai l'impression que ce documentaire, après c'est peut-être moi qui suis un petit peu, mais j'ai l'impression que ce documentaire il est là aussi pour faire un petit peu rentrer d'argent à la famille Schumacher, malheureusement. Et très triste. Et je sais pas, je trouve ça peut-être un peu triste. Donc je sais pas. En tout cas, moi j'irai le voir. Je suis impatient de le voir parce que moi ça a été ma jeunesse aussi. Donc Hamza, Pierrot a tout dit. Ok. Non, mais au niveau de l'angle, effectivement, c'est la principale interrogation. J'aime ce garçon, il nous fait gagner du temps. Il a vite envie de jouer, Hamza, parce qu'il a une revanche à prendre. C'est l'heure du quiz. Moi aussi. La semaine dernière, il paraît que vous avez beaucoup aimé les casques et je sais que vous aimez, comme tout passionné de Formule 1, les belles voitures. L'idée, je vous propose une photo, on y voit un casque et une voiture et vous me donnez le nom du pilote, mais aussi l'année, sinon ça serait trop facile. Allez, on commence tout de suite avec une voiture plutôt contemporaine. McLaren 2013. Pérez 2013. Ah ouais. McLaren. Attends, Pérez. On a dit voiture. On a dit voiture et non, donc vous me mettez d'accord. Moi j'ai dit Pérez, McLaren 2013. Voilà. Ok, d'accord. Bon, très bien, ça va. La deuxième, un petit peu plus vieille. Joe Pérez. Williams 96 Damon Hill. Un partout. La violence. Un partout. Allez, hop là, merci. La suivante, à qui est ce casque, à qui est cette voiture Jos Verstappen 2002. Non. Minardi 2000 Verstappen. Non, c'est pas Minardi. Non, ça c'est Orange Arrose. 2000 alors. 2000, Jos Verstappen. Tu l'as dit, je crois, tout à l'heure. 2001. 2-1 pour Despiello. À qui est ce casque, à qui est cette voiture? Attention, il y a un piège. Ne regardez pas le numéro. Eddie Irvine. Non. Qui c'est qui a roulé? Ça c'est 99. 99. Est-ce qu'on va dire Cabadoer en année là? Non, pas le Cabadoer. Marc Genet? Non, pas Marc Genet. Attends. Alors, je vais vous donner un indice. Dans le foot, il y a Philippe Coffus. Je sais. Il y a Laurent Labitte. Mika Salo, 98. Et il y a Mika Salo en Formule 1, mais c'était pas 98, c'était 99. Un demi point. Ah, 99. Oh la trogne. On dirait lors de la blessure, bien sûr, de Michael Schumacher. C'est en 99 qui s'est lorsque Michael Schumacher se casse la jambe du côté du Grand Prix de Grande-Bretagne. Allez, tout de suite, le qui suis-je. Tu mets encore deux. On continue avec les grands losers, de ce sport. Je suis né, écoutez bien, un 25 janvier 1971. J'ai aujourd'hui 48 ans, j'ai couru 50 Grands Prix, mais puisque je suis l'un des pilotes les plus poissards de l'histoire de ce sport, je n'ai jamais mis un seul point en carrière. Lucas Badoer. Oh, il est relou. Oh, il est relou. Oh. Me fait chier. Il est lourd. Fais chier là. Oh, il est lourd. Titre de Formule 3000 au début des années 90. Italien, petit chez Ferrari. Exactement. Il m'a tué. Qui a disputé 2 Grands Prix avec Ferrari, mais qui avait terminé un magnifique à chaque fois à la rue. Dernier. Un magnifique Grand Prix de Belgique. Merci beaucoup pour ce quiz. Bravo Despiello. C'est allé très très vite. On va essayer de faire des choses un petit peu plus difficiles à dire, c'est promis. On espère que cette émission vous aura plu. Merci Brice, merci Hamza, merci à toi Pierrot. Et puis on se retrouve nous dans le mercredi qui suivra le Grand Prix de Monaco. Bonne journée à tous. Ciao. Ciao. Salut. This is Ski Productions on the track.